Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Connaissance des hommes. Connaissance des hommes, collection dirigée par Olivier Le Cervoisier. Déjà paru. Véronique Roussely, Les combats rituels de Zitlala au Mexique 2018. Jérôme Gidouin, Les défunts à la pagode, la bouddhisation du culte des ancêtres chez les Vietnamiens de la région parisienne 2017. Anaïs Leblond, Dynamique patrimoniale et enjeux pastoraux en milieu peul. Les fêtes de transhumance Yarol et de Galles au Mali, 2016. Ami Doudia, Trajectoire et pratiques migratoires des Alpes-Poularen du Sénégal, Socio-anthropologie d'un village multisitué, 2015. Roy Dillet, Henri Gaden à travers l'Afrique de l'Ouest, 1894 à 1939. Fils de Bordeaux, aventurier africain 2015. Julien Bonda, l'exposition postcoloniale. Musée et zoo en Afrique de l'Ouest, Niger, Mali, Burkina Faso, 2014. Gaël Lacaze, Le corps mongol. Technique et conception nomade du corps, 2012. Pauline Gage, Panafricanisme, religion akane et dynamique identitaire aux États-Unis. Le chemin du Sankofa, 2011. Lydia Calderoli, Rites et techniques chez les forgerons Mos du Burkina Faso. Forger, apaiser, soigner 2010. Yazid Ben Hounet, L'Algérie des tribus 2009. Alain Babadzan, Le spectacle de la culture 2009. Marion Frezia, Les Mauritaniens réfugiés au Sénégal 2009. Marie-Odef Ouere, Les relations à plaisanterie en Afrique 2008. Natacha Giafferidombre, une ethnologue à Port-au-Prince 2007. Véronique Marchand, Organisation et protestation des commerçantes en Bolivie 2006. Roger Bastide, Sociologie du folklore brésilien, études afro-brésiliennes 2006. Virginie Vinel, Des femmes et des lignages 2005. Elisabeth Cunin, Métissage et multiculturalisme en Colombie, Carthagène, 2004. Philippe Chaudat, Les mondes du vin 2004. Serge Tcherkzoff, Face à Moa, 2003. Pascal Apsi, Les ministres du diable, le travail et ses représentations dans les mines de Potosi, Bolivie, 2003. Marc Kurt Tabani, Les pouvoirs de la coutume à Vanuatu, 2002. Roger Bastide, Poète et Dieu, 2002. Edith Kovacs-Baudou, Les blancs créoles de la Martinique, 2002. Maria Texera, Rituels divinatoires et thérapeutiques chez les Manjacs de Guinée-Bissau et du Sénégal, 2001. Dédicace. Pour Cyril et Alexandre. Introduction. Itinéraire de recherche. La recherche qui est à l'origine de cet ouvrage est née d'une rencontre fortuite. Alors que j'effectuais au Pérou des enquêtes sur les travailleurs noirs afro-descendants des plantations de coton de la vallée de Chincha sur la côte pacifique, j'avais découvert dans de très anciens journaux locaux la mention de la présence de Turcos dans la ville de Chincha. Cela avait suscité ma curiosité, et après m'être informé, j'avais appris sans plus de précision que ces Turcos étaient en réalité des Arabes proches orientaux qui pratiquaient le commerce mais qui avaient quitté la ville depuis longtemps. Quelques années plus tard, en 1996, j'ai été contacté par un collègue de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth pour participer à un livre d'hommage collectif à Selim Abou, anthropologue libanais, que j'avais rencontré à Paris grâce à notre lien commun avec Roger Bastide et qui était devenu depuis recteur de l'Université Saint-Joseph. Or, Selim Abou avait publié quelque temps auparavant un ouvrage qui m'avait beaucoup intéressé sur les Turcos d'Argentine, le Liban déraciné. Immigrés dans l'autre Amérique. L'idée m'était donc venue de rassembler dans un article les quelques données que j'avais pu collecter sur les Turcos du Pérou, et de présenter ce texte pour le livre collectif. Sur le moment, je ne pensais pas aller au-delà de ces quelques pages mais rapidement, je me suis rendu compte que ma connaissance de cette population était très incomplète, et j'ai alors éprouvé le désir de mener une recherche approfondie sur ces immigrants arabes proches orientaux présents au Pérou. J'ai donc entrepris d'élaborer un projet de recherche. Et pour cela, depuis Paris j'ai contacté au Pérou des amis et des collègues péruviens qui tous m'ont affirmé que ma recherche ne déboucherait pas sur grand-chose car selon eux,
Il n'y avait pratiquement plus de Turcos aujourd'hui au Pérou et il m'assurait que leurs descendants étaient tous assimilés. Je me refusais pourtant à admettre cela, sachant que l'assimilation est un processus complexe qui n'est pas uniforme pour tous les membres d'un groupe donné, et qui n'est jamais véritablement achevé. Je persévérais donc dans mon projet avec l'appui de mon centre de recherche, le laboratoire d'ethnologie de la Sorbonne. Et quelques jours avant de prendre l'avion pour Lima pour une première mission de recherche sur cette population, je recevais une lettre d'une amie péruvienne qui m'apprenait qu'elle venait de se rendre compte qu'une de ses plus anciennes amies était d'origine palestinienne. Cette dernière s'appelait pourtant Abusada, ce qui aurait dû suffire à l'identifier comme telle, mais mon amie n'y avait jamais prêté attention jusqu'à ce que je lui parle de ma recherche. Grâce à cette amie, dès mon arrivée à Lima, j'ai pu rencontrer Adriana Abusada, la fille de son amie, une jeune femme de 23 ans, qui m'a reçue longuement et chaleureusement, et qui m'a aussitôt mis en relation avec son réseau familial et amical palestinien. Dès lors, les contacts se sont enchaînés très rapidement et se sont démultipliés, m'apportant ainsi la preuve qu'il existait toujours des liens communautaires étroits entre les Palestiniens du Pérou, ce qui semblait contredire la supposée assimilation. Les étapes de la recherche. La recherche ici présentée s'est déroulée de façon intermittente sur une longue durée, de 1996 à 2014, en fonction des contraintes universitaires. Elle a été nourrie par une série de missions dans différents pays, principalement au Pérou bien sûr, mais aussi au Chili et en Palestine. Lors de ma première enquête de terrain au Pérou, réalisée en juin et juillet 1998, j'ai rapidement réalisé que les immigrants palestiniens et leurs descendants étaient beaucoup plus nombreux au Pérou que les Libanais, et j'ai donc choisi de me concentrer davantage sur les premiers. J'ai également appris que les Palestiniens s'étaient établis dans un premier temps, dans le sud andin. Aussi, pour remonter le temps en quelque sorte de la migration des Palestiniens au Pérou, qui aujourd'hui résident très majoritairement dans la capitale, j'ai décidé de suivre à l'envers leur itinéraire migratoire dans le pays, en séjournant dans un premier temps à Lima, où j'ai pu réaliser de nombreux entretiens et entrer en contact avec leurs institutions communautaires, puis dans un deuxième temps à Arequipa, où leur présence était encore significative, et enfin au Cusco où il ne demeurait plus que quelques rares familles. Cette méthode m'a semblé d'autant plus appropriée que les Palestiniens du Pérou n'entretiennent pas délibérément une mémoire de migrants. La connaissance des lieux successifs de leur présence, encore imprégnée de leurs souvenirs, peut donc compenser en partie ce déficit de mémoire collective et informer sur l'histoire de cette migration et ses enjeux. Au cours de mes missions suivantes au Pérou, j'ai surtout été en contact avec les Palestiniens de Lima, et dans une moindre mesure avec ceux d'Arequipa car ces derniers sont actuellement peu nombreux. Puis, j'ai décidé à des fins de comparaison d'élargir quelque peu ma recherche au Chili, où j'ai pu séjourner fin octobre, début novembre 2008, étant donné que c'est ce pays qui a accueilli le plus grand nombre d'immigrants palestiniens en Amérique latine, dont beaucoup ont des liens de parenté avec ceux du Pérou. Et par ailleurs, j'ai aussi tenu à me rendre en Palestine à 2 reprises, une première fois en novembre 2009 et une seconde fois en octobre 2013, principalement dans les villes d'origine des Palestiniens du Pérou, à savoir Bethléem, Beit Jala et Beit Saour, pour prendre en compte le fait que toute immigration est en même temps une émigration, et qu'il n'est pas possible de comprendre les caractéristiques d'une immigration si elle apostrophe. On ne connaît pas le point de départ et les conditions de l'émigration correspondantes, ainsi que les liens qui unissent les migrants à leur mère patrie, émigration et immigration ne formant qu'un seul et même processus. Ma connaissance préalable du Pérou, où j'avais déjà séjourné auparavant durant presque 3 ans et où j'avais effectué ma recherche doctorale, m'a facilité l'accès au terrain car les villes où les Palestiniens avaient été ou étaient encore résidents, m'étaient plus ou moins familières et j'y avais déjà un certain nombre de contacts. Un autre facteur a joué également un rôle facilitateur. Il s'agit de mon expérience antérieure du monde arabe, acquise lors d'un séjour d'1 an en Algérie dans le cadre de la coopération universitaire franco-algérienne et surtout grâce à mon épouse algérienne dont la famille possède à peu près les mêmes caractéristiques sociales que celles des Palestiniens du Pérou, étant une famille de commerçants et d'entrepreneurs. Par ailleurs,
Au moment où j'ai entrepris cette recherche au milieu des années 1990, j'ai bénéficié en partie d'un contexte doublement favorable. D'une part, le Pérou sortait des années noires du terrorisme du mouvement Sentier Lumineux et s'ouvrait quasi officiellement à la reconnaissance de la diversité culturelle et des différentes communautés d'immigrants étrangers. D'autre part, la Palestine pouvait entrevoir un avenir meilleur avec les accords d'Oslo, 1993, et espérer échapper enfin à l'occupation militaire israélienne. Ce contexte a généré chez les Palestiniens du Pérou un certain optimisme et une réelle fierté qu'ils étaient heureux de partager avec moi. Par la suite, malheureusement, la situation en Palestine est redevenue très difficile, le processus de paix s'étant bloqué, et j'ai pu en mesurer les répercussions jusqu'au Pérou. Délimitation de la recherche. J'ai fait le choix délibéré de me concentrer dans cette étude sur les Palestiniens du Pérou. En effet, ils présentent des particularités qui les différencient des Libanais du Pérou et des Palestiniens d'autres pays d'Amérique latine. Comme au Chili et au Honduras, ils forment la communauté arabe numériquement la plus importante du pays, alors que dans la plupart des autres pays latino-américains ce sont les Libanais qui sont les plus nombreux, ce qui explique que ces derniers ont fait l'objet de beaucoup plus d'études que les Palestiniens. Cependant, au Pérou, les Palestiniens constituent une communauté relativement réduite, contrairement au cas du Chili ou même du Honduras. Cela peut permettre de comprendre ces différences avec les communautés établies dans ces deux autres pays, ce qui n'empêche pas par ailleurs de réelles similitudes dues à une origine locale et confessionnelle commune des émigrants. On pourrait s'étonner de voir un chercheur consacrer une recherche approfondie à une communauté numériquement assez modeste. Mais pour l'anthropologie, ce n'est pas le nombre qui constitue l'intérêt heuristique d'une population. Paradoxalement, l'étude d'un groupe peu nombreux permet parfois de faire émerger des dynamiques sociales spécifiques. Et dans le cas des Palestiniens du Pérou, leur poids économique, et même plus récemment politique, dans la société péruvienne est sans commune mesure avec leur poids démographique, relativement faible. La question du nombre renvoie à la question de la dénomination. Toute la question en effet, est de savoir qui peut être au Pérou qualifié de Palestinien. En réalité, les Péruviens n'utilisent pas ce qualificatif. Au début de leur immigration au Pérou, à la fin du XIXe siècle, ils ont qualifié les immigrants venus de Palestine de Turcs, parce qu'ils arrivaient avec des papiers d'identité turcs, la Palestine faisant alors partie intégrante de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, ils les désignent par le terme d'Arabes, sans les distinguer des Libanais. Par ailleurs, tous les descendants d'immigrants palestiniens ne se revendiquent pas forcément comme palestiniens et ne font pas nécessairement référence à leur origine palestinienne. C'est pour cette raison que quand j'emploie dans cet ouvrage l'expression « Palestiniens du Pérou », je me réfère principalement à ceux qui se reconnaissent comme tels. Et j'utilise cette expression plutôt que celle de « Palestiniens au Pérou », car elle implique que ces immigrants palestiniens et leurs descendants se sont plus ou moins enracinés dans leur pays d'installation, et que cet enracinement a provoqué certaines évolutions en eux. Comme le titre de l'ouvrage l'indique clairement, il est question ici des Palestiniens chrétiens du Pérou. La raison en est qu'il s'agit bien dans ce cas, comme cela sera montré plus loin, d'une migration de chrétiens de Palestine et cela depuis le début du mouvement migratoire. Et cette migration ne peut s'expliquer que si on tient compte des causes qui ont poussé les chrétiens à quitter la Palestine. Par ailleurs, les modalités de leur insertion dans la société péruvienne sont également liées en grande partie à leur identité chrétienne. Il y a bien au Pérou quelques Palestiniens musulmans, mais d'une part ceux-ci sont très peu nombreux, d'autre part ils sont arrivés des décennies après les chrétiens qui leur avaient en quelque sorte ouvert la route. Et hormis quelques exceptions, ils sont restés relativement en marge de la communauté palestinienne du Pérou. De ce fait, il est étonnant que dès qu'ils abordent le sujet de l'immigration palestinienne, la plupart des commentateurs péruviens se croient obligés de développer le thème de l'islam qui est pourtant en grande partie hors sujet dans ce cas particulier. De la part de quelques-uns, cela relève d'une ignorance et d'une confusion entre arabes et musulmans, de même qu'autrefois bon nombre de Péruviens associaient les turcos à des musulmans. Mais même des journalistes mieux renseignés accompagnent leurs reportages sur les Palestiniens du Pérou, au demeurant très rares dans la presse péruvienne,
de longues généralités sur l'islam ou la civilisation islamique qui n'apportent aucun éclairage particulier sur ces derniers. Toutefois, centrer l'attention sur les Palestiniens chrétiens du Pérou ne signifie pas pour autant ignorer les autres groupes avec lesquels ils sont ou ont été en relation, notamment les Palestiniens musulmans et aussi les Libanais, mais également les Indiens des Andes, les créoles péruviens, les Italiens, les Juifs, etc. Cet ouvrage, en effet, n'est pas une simple monographie d'une communauté spécifique mais une étude qui adopte une problématique résolument relationnelle, celle des relations interethniques, qui permet de rendre compte de la position et de l'évolution de chaque groupe ethnique au sein de la société, et en particulier de celui qui est au centre de la recherche. En définitive, ce livre se propose de répondre à la question suivante: que signifie être palestinien ou descendant de Palestiniens au Pérou ? Il n'est pas possible en effet d'être palestinien au Pérou de la même façon qu'en Palestine, ni même qu'aux États-Unis, au Chili ou encore au Brésil. La réponse à la question ainsi posée doit tenir compte du fait que le devenir des immigrants palestiniens dans les pays d'accueil dépend en grande partie du modèle d'intégration nationale propre à chaque pays et de la situation locale des relations interethniques. Le lien, spécifique à chaque nation, entre construction nationale et immigration étrangère doit être pris en considération pour analyser les caractéristiques de l'immigration palestinienne dans chaque cas. C'est ce qui fait que le Pérou constitue un cas particulier pour les Palestiniens, qui mérite d'être examiné avec attention. Méthodologie. Cette recherche a été réalisée sur plusieurs terrains, principalement au Pérou, dans les différentes villes où résident des Palestiniens et aussi au Chili et en Palestine. Partout, j'ai reçu un très bon accueil et j'ai été souvent invité par des familles palestiniennes qui m'ont ouvert les portes de leur domicile et qui m'ont parfois convié généreusement à partager leurs repas. J'ai aussi été reçu à plusieurs reprises au Club palestinien de Lima, centre de la vie communautaire, dont les responsables se sont montrés extrêmement coopératifs avec moi. J'ai également pu visiter des commerces et des usines, en compagnie de leurs propriétaires palestiniens. Ces différentes rencontres m'ont permis de bénéficier de longs moments d'observation participante, méthode privilégiée de l'anthropologie. D'autre part, j'ai effectué de très nombreux entretiens avec des Palestiniens d'âges différents et appartenant à diverses générations d'immigrants, dont certains primo-immigrants, parfois à leur domicile, parfois dans un café ou encore sur leur lieu de travail. Parmi eux, il y avait des commerçants, des industriels, des universitaires, des médecins, des ingénieurs, des étudiants, etc. J'ai pu m'entretenir également avec des responsables d'associations communautaires palestiniennes, avec des Palestiniens pourvus d'un mandat politique péruvien, sénateurs, maires, présidents de région, présidents du Congrès de la République, et avec 2 ambassadeurs successifs de Palestine au Pérou. Pratiquement à chaque entretien, j'ai pu apprécier la spontanéité et la sincérité des réponses, et j'ai observé leur grand désir de participer activement à ma recherche. Parallèlement aux observations participantes et aux entretiens, j'ai également réalisé une enquête documentaire. J'ai mené des recherches à la Bibliothèque nationale de Lima, à la Bibliothèque municipale d'Arequipa et à celle du Cusco. J'ai exploré la presse communautaire palestinienne, en l'occurrence principalement les publications du Club palestinien, ainsi que la presse péruvienne actuelle et ancienne, quotidiens nationaux et magazines. J'ai pris connaissance des communiqués publics de la Federación Palestina del Perú, association politique proche de l'OLP. Et grâce à mes interlocuteurs palestiniens, j'ai pu disposer d'un certain nombre de documents personnels ou familiaux, très utiles pour mon étude. Je crois pouvoir dire que les Palestiniens du Pérou étaient satisfaits de voir qu'un chercheur, qui plus est venu de France, s'intéressait à eux. De fait, j'ai été le premier à mener une enquête ethnographique sur eux. Leur attitude très positive vis-à-vis de moi a grandement facilité mon empathie à leur égard. Pour autant, dans ce livre, je ne suis pas leur porte-parole. Les analyses et les interprétations des entretiens que j'ai eus avec eux sont de mon entière responsabilité et ne correspondent pas forcément à leur propre point de vue. Je n'entends pas pour ma part tomber dans le travers de certaines publications péruviennes, parfois commanditées par les institutions communautaires palestiniennes,
qui offre une vision un peu trop idéalisée des Arabes du Pérou et de leur intégration dans la société péruvienne, souvent présentée comme une success story, minimisant, et parfois même occultant, les difficultés et les obstacles qu'ont pu connaître les immigrants surtout à leur début. L'oubli des immigrants arabes du Pérou dans la littérature scientifique. Quand j'ai entrepris ma recherche en 1996, il n'y avait aucune publication spécifique de sciences sociales sur l'immigration arabe proche-orientale au Pérou. Quelques historiens péruviens avaient bien mentionné dans leurs travaux la présence des Turcos dans le sud andin au tout début du XXe siècle, mais sans développer davantage le sujet, à l'exception notable, cependant, de Manuel Burga et Wilson Ritegui qui avaient consacré un chapitre entier aux Turcos dans leur ouvrage Lanas y Capital Mercantil en El Sur. La Casa Riquets, 1895 à 1935, paru en 1981. Encore en 1998, un numéro spécial de la revue scientifique péruvienne Boletín de Lima, consacré à l'immigration étrangère au Pérou et incluant des contributions d'historiens, ne comprenait aucun article sur les immigrants arabes proche-orientaux, alors que pratiquement toutes les autres communautés étrangères étaient présentées. Cela ne relevait sûrement pas d'une volonté délibérée, mais plutôt d'une méconnaissance de cette migration et de l'absence d'un chercheur spécialiste de ce groupe d'immigrants. D'une façon générale, en Amérique latine, les recherches sur l'immigration arabe proche-orientale ont débuté tardivement. En 1989, un ouvrage collectif de chercheurs de différents pays intitulé Europa, Asia y Africa en América Latina y el Caribe. Migraciones libres en los siglos XIX y XX issus effecto cultural, publié avec le concours de l'UNESCO par la renommée maison d'édition mexicaine Siglo XXI, ne comprenait aucun chapitre sur l'immigration arabe en Amérique latine. Il faudra attendre les années 1990 pour que paraissent les premières publications traitant spécifiquement de cette migration. Selim Abou, par son livre cité plus haut et dont la première édition remontait à 1971, faisait vraiment figure de précurseur mais il n'avait pas été suivi immédiatement par d'autres chercheurs. Le premier ouvrage sur l'immigration palestinienne fut celui de Nancy L. Gonzalez, anthropologue états-unienne, paru en 1992 et consacré aux Palestiniens du Honduras. Il est possible que le fait que les Turcos aient été dans leur grande majorité des commerçants et des petits entrepreneurs soit à l'origine du peu d'intérêt manifesté à leur égard pendant longtemps par les chercheurs. Dans le champ d'étude des migrations internationales, en effet, la question des commerçants étrangers a été peu abordée jusqu'à une époque relativement récente. Pourtant, dès 1908, Georg Simmel, sociologue allemand, dans un article devenu aujourd'hui classique, Digression sur l'étranger, avait noté que toute l'histoire économique montre que l'étranger fait partout son apparition comme commerçant, et le commerçant comme étranger. 1908-1990/54. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, à partir des années 1970, qu'apparaîtront le thème des minorités intermédiaires et celui des entrepreneurs ethniques qui prolongeront les analyses de Simmel. En ce qui concerne plus particulièrement le Pérou, les recherches sur l'immigration étrangère n'ont connu qu'un faible développement et ont concerné principalement l'immigration chinoise, la plus importante numériquement il est vrai. La sociologie des migrations a surtout produit des travaux sur les migrations internes du Pérou. Et la sociologie du travail s'est consacrée prioritairement à l'étude du prolétariat et du sous-prolétariat ouvrier et agricole, c'est-à-dire de classes sociales auxquelles n'appartiennent pas les immigrants arabes proche-orientaux et leurs descendants. Quant à l'anthropologie, elle s'est intéressée presque exclusivement à la connaissance des sociétés indiennes des Andes et de l'Amazonie. Les groupes ethniques non indigènes n'ont que peu retenu l'attention des anthropologues, y compris les Noirs afro-descendants qui sont pourtant partie intégrante de la société péruvienne depuis le XVIe siècle. N'étant ni indigènes ni prolétaires, les Turcos du Pérou ont été purement et simplement oubliés par la recherche scientifique. Structure de l'ouvrage. Après avoir exposé les causes en Palestine de l'émigration des chrétiens, je présenterai le contexte social et idéologique du Pérou du XIXe siècle au moment de l'arrivée des Palestiniens, et tout particulièrement le rapport existant alors entre les politiques d'immigration et la construction nationale dans ce pays.
On verra ensuite pourquoi un certain nombre d'immigrants palestiniens avaient choisi dans un premier temps le sud andin péruvien comme lieu de déploiement de leurs activités commerciales. Puis, on suivra la montée à Lima dans un deuxième temps de ces immigrants, qui s'est accompagné d'un développement de leurs entreprises. Dans les chapitres suivants seront évoqués successivement l'organisation sociale et familiale des Palestiniens du Pérou, leur mode d'identification collective, les relations qu'ils entretiennent avec les autres composantes de la société péruvienne, leur rapport aux enjeux politiques palestiniens et péruviens, les changements dans leur système culturel, la transmission de leur mémoire collective, ainsi que leur positionnement quant à la question du retour en Palestine. Finalement, en conclusion, sera questionnée la pertinence de la notion de diaspora pour rendre compte de la situation actuelle et future de la communauté palestinienne du Pérou. 1. L'émigration des chrétiens palestiniens de l'Empire ottoman. Au XIXe siècle et jusqu'en 1918, la Palestine fait toujours partie de l'Empire ottoman. En tant que telle, elle n'a pas d'existence juridique. Ce qui est désigné ici par le terme Palestine est le territoire qui deviendra plus tard celui de la Palestine mandataire sous autorité britannique, 1919 à 1948. À la fin de l'occupation ottomane, ce territoire était divisé en 3 unités administratives Sandjak, avec pour chef-lieu Acre, Naplouse et Jérusalem. Cependant, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'appellation Palestine, d'origine romaine, qui avait pratiquement disparu depuis l'époque abbasside, redevient d'un usage courant chez les habitants arabes par l'intermédiaire de L'. L'élite chrétienne, le patriarcat orthodoxe de Jérusalem, en maintenant à travers les âges une spécificité géographique palestinienne du fait des limites de sa circonscription ecclésiastique, a rendu possible cette résurgence indigène du terme, Laurens 1999/230. Vers la fin du XIXe siècle, la Palestine comme le Liban et à un degré moindre la Syrie, et pour des raisons analogues, connaît un fort mouvement d'émigration. De 1860 à 1914, période qui correspond à celle des départs les plus nombreux, on considère que ce sont plusieurs dizaines de milliers d'individus qui quittent la Palestine soit en direction de l'Égypte, soit vers le reste du monde, principalement les Amériques du Nord et du Sud. Ce chiffre est considérable, rapporté au nombre d'habitants que compte alors la Palestine. Plus ou moins 350 000 en 1850, 460 000 en 1880 et 720 000 en 1914, Laurens 1999/74. Cependant, les chiffres de départ sont encore plus impressionnants quand on sait que ceux qui émigrent sont dans leur immense majorité des chrétiens, principalement orthodoxes, qui ne représentent qu'environ 10% de la population totale. Cette importante émigration intervient à un moment où l'Empire ottoman, dont fait alors partie la Grande Syrie historique qui inclut la Palestine, est sur le déclin et doit faire face à la montée en puissance de l'influence de l'Europe occidentale au Proche-Orient. Ce contexte historique permet d'expliquer en grande partie ce mouvement migratoire qui est dû à des facteurs multiples et souvent étroitement interdépendants, à la fois politiques, économiques, culturels et religieux. Les facteurs économiques. Sur le plan économique, l'ouverture du canal de Suez en 1869 modifie profondément le système productif et commercial régional. Au même moment, le Proche-Orient et en particulier la Palestine se trouvent progressivement reliés au reste du monde et intégrés au marché mondial par la construction de lignes télégraphiques, de voies de chemin de fer, de ports, de routes, par l'établissement de lignes maritimes régulières, etc., grâce à l'afflux de capitaux européens. Le progrès des communications se fait surtout au bénéfice de l'Europe et entraîne l'accroissement de la présence européenne dans la région. Le développement de la navigation à vapeur, en particulier, permet l'arrivée en Palestine de très nombreux touristes et pèlerins européens. Aux pèlerinages individuels succèdent les voyages organisés par des agences spécialisées, l'agence Cook notamment, et par les congrégations religieuses chrétiennes, Laurens 2002/17. Les navires à vapeur facilitent également les départs des émigrants palestiniens, les voyages devenant plus courts, plus sûrs et moins chers. D'autre part, l'industrie artisanale traditionnelle, soumise à la concurrence des produits importés d'Europe, traverse une grave crise. Par ailleurs, la généralisation de l'économie monétaire a pour conséquence la transformation des formes de propriété de la terre,
provoquant une concentration de la propriété foncière, au moment où la population du Levant connaît une forte croissance démographique. L'immigration sioniste en Palestine à la fin du XIXe siècle va aggraver les effets de la concentration de la terre, des spéculateurs, le plus souvent propriétaires absents non palestiniens, béroutins, turcs, accaparant les terres pour ensuite les revendre plus cher aux colons juifs. Les achats massifs de terres par les sociétés de colonisation sionistes conduisent parfois à l'expulsion des habitants palestiniens des villages environnants ou à leur transformation en ouvriers agricoles dans les colonies juives, comme s'en plaint en 1893 le vice-consul de France à Haïfa, qui se fait l'écho de l'inquiétude de la population palestinienne. Les nouveaux venus qui, avec leur esprit de solidarité et d'exclusivisme, procèdent à l'éviction des villageois des terres achetées par leur société de colonisation, accaparant le commerce dans les villes, font une concurrence redoutable aux ouvriers indigènes et sont cause d'un renchérissement considérable des moyens d'existence. La multiplicité des achats de terrain attire non moins fortement l'attention. C'est une véritable fièvre. Cité par Laurens 1999 sur 237. Malgré tout, l'émigration palestinienne du XIXe siècle n'est pas principalement paysanne. Elle est davantage le fait de commerçants chrétiens de la région de Jérusalem et de Bethléem, qui avaient l'habitude du commerce avec les Européens, touristes, pèlerins, et qui étendaient parfois leurs activités commerciales à l'étranger, dans des ports méditerranéens. Il s'agissait alors de migrations commerciales temporaires comme il pouvait y en avoir aussi vers l'Égypte à la même époque. À la longue cependant, ces migrations ont fini par générer de petites colonies de commerçants palestiniens dans ces ports européens, en particulier à Marseille, qui est alors un des principaux ports de départ des émigrants vers les Amériques et où ils vendent leurs produits artisanaux d'objets religieux et de souvenirs de la Terre Sainte confectionnés en nacre et en bois d'olivier. Quelques-uns parmi ces émigrants palestiniens n'hésitent pas à poursuivre jusqu'en Amérique latine dès les années 1860. Si l'on en croit le consul français de Sao Paulo, auteur d'un rapport sur la colonie syrio-libanaise de l'État de Sao Paulo, adressé en 1928 à Aristide Briand, alors ministre des Affaires étrangères. Les gens de Bethléem avaient commencé à émigrer au Brésil dès 1860, et ce sont sans doute les récits recueillis auprès d'eux qui ont déterminé les Libanais à partir à leur tour pour les fabuleux pays de l'Amérique du Sud, cité par Z. Mahalouf 1999 sur 126. La durée et le coût du voyage, l'éloignement de ces pays sud-américains du Proche-Orient, le temps nécessaire pour se repérer sur place et entreprendre une activité commerciale un tant soit peu rentable ont conduit un certain nombre de ces commerçants à différer de plus en plus leur retour en Palestine, voire à s'établir plus ou moins durablement en Amérique latine vers la fin du XIXe siècle. Les facteurs culturels et religieux. Ce n'est pas un hasard si les Palestiniens qui immigrent dans les Amériques à la fin du XIXe siècle sont dans leur grande majorité des chrétiens. En effet, le XIXe siècle est marqué par le renforcement des liens entre Européens et chrétiens orientaux. Les pays européens soutiennent les dissidences ottomanes et encouragent l'émancipation des chrétiens. Dès le XVIIe siècle, la France s'était proclamée nation protectrice des catholiques de l'Empire ottoman, mais sans favoriser alors l'instauration de missions religieuses. Au XIXe siècle, la question du statut des non-musulmans de l'Empire devient une question fondamentale pour les Européens. La France, comme d'autres puissances, notamment l'Angleterre et la Russie, cherche à se constituer une clientèle chrétienne au Proche-Orient et à y établir un quasi-protectorat religieux, Laurens 1999 sur 75-87. Le XIXe siècle sera le siècle de l'invention de la Terre Sainte, selon la judicieuse formule d'Henri Laurens, 1999. En 1845 est rétabli le patriarcat orthodoxe de Jérusalem, puis en 1847 le patriarcat latin de Jérusalem. Auparavant, en 1842, avait été créé l'évêché anglo-protestant de Jérusalem. Les nations européennes encouragent résolument le développement des missions chrétiennes. La Palestine se couvre alors de couvents et de monastères, et apporte leur aide à la création d'écoles missionnaires, non sans se livrer à une concurrence acharnée à travers les rivalités entre missions catholiques, orthodoxes et protestantes.
La République française poursuivra cette politique même après la promulgation de la loi de séparation de l'Église et de l'État, 1905. L'ouverture d'écoles confessionnelles, européennes et américaines, destinées avant tout à accueillir des élèves chrétiens, va avoir des conséquences décisives. Elle va permettre aux chrétiens de recevoir une instruction scolaire beaucoup plus avancée que les musulmans, d'autant plus qu'au même moment le pouvoir turc se désintéresse de l'instruction des Arabes et ferme même des écoles dont il craint qu'elles ne se convertissent en foyer du nationalisme arabe. Par ailleurs, les écoles missionnaires entendent promouvoir ce que les Européens appellent alors la civilisation chrétienne, et contribuent par là même à une certaine occidentalisation des chrétiens de Palestine. L'apprentissage de la langue française ou anglaise, ainsi que la découverte par l'école de l'Europe et de l'Amérique, créent chez les chrétiens de nouvelles aspirations qui vont favoriser l'idée d'une expatriation vers l'Occident. Cette conséquence n'était pourtant ni prévue ni recherchée par les puissances européennes. Les autorités françaises notamment, souhaitaient avant tout constituer une France du Levant, en s'appuyant sur les élites arabes francophones et francophiles, principalement chrétiennes. L'émigration des chrétiens représentait donc un risque par rapport à cet objectif, surtout en Palestine où elle se produisait en même temps que l'immigration juive sioniste. D'où le cri d'alarme du vice-consul de France à Haïfa, qui écrivait ceci le 30 avril 1913 au consul général de France à Beyrouth. L'esprit sioniste lutte principalement contre nous. La culture française représente pour lui le contraire de l'idéal qu'il cherche à atteindre. Elle a surtout l'inconvénient d'élever les jeunes gens au-dessus des conditions que leur offre la Palestine, et en faire des candidats à l'émigration en Égypte, en Europe et même en Amérique. Cité par Laurens 1999 sur 238. L'invention de la Terre Sainte a pour autre conséquence le développement du tourisme religieux et des pèlerinages collectifs dès les années 1860, alors surtout concentrés dans les villes de Jérusalem et de Bethléem, qui permettent un contact quasi permanent des Palestiniens de ces villes avec les étrangers, européens et nord-américains en grande majorité. Quand on évoque Bethléem, il faut aussi mentionner les bourgs adjacents de Beit Jala et de Beit Saour, qui forment avec elles ce qu'il est convenu d'appeler le triangle chrétien, car il s'agit de 3 bourgs voisins dont la population était presque exclusivement chrétienne à cette époque, principalement de confession grecque orthodoxe. La multiplication des pèlerinages génère l'apparition de nouveaux métiers. Artisans et commerçants d'articles religieux, guides touristiques, interprètes, etc. Cette région est celle qui a le plus bénéficié de la présence européenne et américaine, tant sur le plan scolaire que sur le plan économique. Aussi n'est-il pas surprenant que la majorité des émigrants de Palestine au XIXe siècle et jusqu'en 1948, et notamment de ceux qui sont partis vers les Amériques, aient été des chrétiens originaires de cette région, et plus particulièrement du triangle chrétien de Bethléem, Beit Jala et Beit Saour, qui disposaient à la fois des ressources économiques nécessaires pour affronter l'expatriation, du fait de leur activité commerciale et des informations indispensables, bien que souvent très imprécises sur les voyages et les pays de destination, présentés et perçus comme des terres chrétiennes. Les facteurs politiques. Les facteurs économiques, culturels et religieux, très importants, ne suffisent toutefois pas à expliquer l'importante émigration des chrétiens de Palestine à la fin de l'Empire ottoman. Les facteurs politiques ont joué un rôle essentiel. La montée des nationalismes au sein de l'Empire ottoman et la pénétration toujours plus poussée des puissances européennes au Proche-Orient au XIXe siècle affaiblissent considérablement l'État turc. Des guerres éclatent aux marges de l'Empire. Le pouvoir turc, en danger, décide d'étendre la conscription militaire à tous ses sujets. À partir de 1856, les chrétiens et les juifs, jusque-là totalement exemptés du service militaire, doivent s'acquitter d'une lourde taxe pour éviter d'être enrôlés dans l'armée impériale. Soucieux de renforcer les liens entre les provinces arabes et le centre de l'Empire, le pouvoir ottoman recourt vers la fin du XIXe siècle à une nouvelle idéologie, le pan-islamisme. Il s'agit d'une réaction à la fois contre l'influence européenne au Proche-Orient et contre l'émergence d'un nationalisme arabe qui appelle à la séparation entre Arabes et Turcs. Laurens 1999 sur 87, 157, et dans lequel les chrétiens, dont les Palestiniens chrétiens, jouent un rôle très actif. Pour les chrétiens arabes,
Le mouvement nationaliste arabe représente une opportunité pour échapper à leur statut de minorité et pour intégrer une communauté politique qui transcende les appartenances religieuses. L'idéologie panislamiste va créer un grand trouble chez les chrétiens de l'Empire ottoman, qui se sentent directement menacés. En 1894 à 1895, ont d'ailleurs lieu des massacres d'Arméniens qui font environ 300 000 victimes. Les chrétiens palestiniens sont aussi inquiétés. La prise du pouvoir en 1908 par les jeunes Turcs, qui entendent consolider l'Empire en renforçant sa centralisation politique et administrative, va encore aggraver la situation pour les chrétiens. Ils répriment violemment les nationalismes arméniens et grecs. Et en 1909, le gouvernement des jeunes Turcs supprime toute possibilité d'exemption du service militaire pour les minorités religieuses et rend effectif le recrutement militaire des individus non musulmans. Beaucoup de chrétiens ottomans vont alors refuser d'être enrôlés dans l'armée turque. Il semble bien que ce refus ait été une des causes directes de l'émigration des Palestiniens chrétiens dans cette période, comme des Libanais chrétiens, des Grecs ottomans et des Arméniens. Cela permet de comprendre pourquoi ce sont surtout de jeunes hommes chrétiens célibataires qui émigrent dans ces années-là. Pour les familles chrétiennes, faire en sorte que leurs fils échappent au service militaire en favorisant leur fuite à l'étranger, c'est d'abord s'efforcer de préserver leur vie, les conflits armés balkaniques dans lesquels la Turquie est alors engagée, avant même la guerre de 1914 à 1918, étant très meurtriers. Mais c'est aussi refuser l'assimilation ottomane, surtout au moment où le pouvoir turc joue la carte du pan-islamisme. C'est refuser de perdre son identité chrétienne. C'est indiquer les limites de l'intégration dans l'Empire ottoman, et marquer clairement les frontières identitaires, notamment religieuses. La guerre mondiale de 1914 à 1918, au cours de laquelle la Turquie s'allie à l'Allemagne, va encore aggraver la situation des chrétiens, l'état de siège étant proclamé et l'armée turque occupant la Palestine tout en procédant à des recrutements forcés de jeunes Palestiniens. De plus, les autorités turques décrètent la réquisition militaire des récoltes et des stocks alimentaires pour approvisionner l'armée, ce qui va engendrer une grande misère dans la population. Et à la misère s'ajoute la terreur, le pouvoir turc se livrant à une répression très sévère contre les récalcitrants et les opposants. Les chrétiens sont particulièrement visés car ils sont suspectés d'être favorables à la France et à l'Angleterre, adversaires de la Turquie. Ces dernières années de la domination ottomane ont contribué à fixer dans la mémoire collective palestinienne l'image d'un pouvoir turc cruel et brutal, GTA 2007/31. Fait significatif, c'est cette volonté d'échapper au recrutement militaire turc qui est restée dans la mémoire collective des immigrants palestiniens du Pérou et de leurs descendants comme la principale cause de leur départ de Palestine au début du XXe siècle. C'est ce qui ressort des entretiens que j'ai pu mener avec ces derniers, lors de mes différentes missions au Pérou. Ainsi, Fouad Jaruf Mazzo, médecin résident à Arequipa, me racontait ceci à propos de son père, originaire de Beit Jala, qui avait immigré au Pérou, s'établissant dans la ville andine de Juliaca. Mon père avait beaucoup souffert de la part des Turcs. Pendant la guerre, les Turcs l'avaient attrapé pour l'enrôler de force dans l'armée. Ma grand-mère les supplia de le relâcher. Finalement, elle a donné une grosse somme d'argent à un soldat qui l'a laissé s'échapper. Il se cachait dans les collines. Il dormait dans les cimetières. Il était déserteur. Entretien à Arequipa du 13/7/1998. Déjà, en 1924, dans son ouvrage consacré aux colonies étrangères du Pérou, et plus précisément dans le chapitre concernant la Colonia Palestina, un auteur péruvien, Enrique Centurion, à partir des témoignages des immigrants palestiniens, évoquait d'emblée l'oppression turque comme unique cause de leur émigration, se faisant en quelque sorte leur porte-parole. Depuis les débuts de ce siècle, un nouveau courant migratoire s'est établi entre le Pérou et la Palestine qui, vers cette époque, traversait une difficile situation du fait de la domination turque qui obligea les naturels du pays à rechercher un terrain plus propice à leurs activités. 1924/264. En définitive, l'immigration des Palestiniens dans les Amériques et en particulier au Pérou, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, a donc été presque exclusivement le fait de chrétiens, commerçants pour beaucoup d'entre eux, de la région de Jérusalem et Bethléem.
Ce n'était pas majoritairement une émigration paysanne. Elle n'était pas due principalement à la pauvreté. Sinon, comment expliquer l'absence de musulmans parmi les émigrants? Mais, dans un premier temps, à un projet de développer des réseaux commerciaux à l'étranger, puis dans un second temps à une volonté d'échapper au recrutement forcé dans l'armée turque. Dans le premier cas, il s'agissait surtout d'une migration économique de relativement faible ampleur, tandis que dans le second cas, la migration s'apparentait à un exil et fut de beaucoup plus grande ampleur. Contrairement à une idée reçue, largement répandue, les migrations internationales ne sont pas toujours causées par la misère. Dans le cas des Palestiniens, ce ne sera que plus tard que la pauvreté poussera un certain nombre d'entre eux à partir à leur tour. 2. Construction nationale et immigration étrangère au Pérou. Au Pérou, historiquement, l'État a précédé la nation. L'indépendance, 1821, crée l'État péruvien, mais la nation péruvienne reste encore à construire. Les créoles blancs, qui ont conquis leur indépendance sur la métropole espagnole, reniant leurs promesses, se gardent bien d'émanciper et de reconnaître comme citoyens les Indiens et les Noirs esclaves. L'esclavage ne sera finalement aboli qu'en 1854, ce qui du reste ne changera pas fondamentalement la condition des Noirs afro-descendants, Cuche 1981. Les créoles en Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.